Je vais d'abord faire une petite présentation, de ces questions de prévention du sexisme au travail et puis ensuite on entamera un temps d'échange. Alors par contre, je voulais, partager, attendez, ouvrir le bac de partage, heu, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. C'est ça? D'accord. Alors sauf que je vais revenir au début de ma présentation. Attendez, voilà. Hop, voilà. Alors, du coup, oui, ce que je vous propose, c'est d'abord ce petit temps de présentation et ensuite un temps d'échange. Alors d'abord, je présente le réseau Anactaract, hein, pour l'amélioration des conditions de travail, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. Notre mission, c'est de promouvoir des démarches innovantes sur l'amélioration des conditions de travail et on a été les premiers dans le champ de ce qu'on appelle la santé au travail à identifier le sexisme au travail comme étant un risque professionnel comme un autre, comme le bruit, comme le port de charge, et cetera. Voilà, alors notre posture, c'est qu'on est paritaire, hein, notre conseil d'administration est constitué à la fois de représentants des salariés, des dirigeants. Pour la première fois, nous avons en 2022 une femme présidente et la DGCS, donc le service du droit des femmes et pour l'égalité, vous avez écouté sa représentante, tout à l'heure en introduction, est membre du conseil d'administration. Dans notre contrat d'objectifs, ça fait 14 ans que nous travaillons sur ces sujets d'égalité, au travail, égalité dans les conditions de travail et pour la première fois, c'est un objectif transversal dans toutes nos actions, dans toutes nos démarches. Voilà et juste un dernier élément d'info, nous allons, au 1er janvier 2023 fusionner en un nouvel établissement public qui intégrera le réseau des ARACT. Peut-être ce sont des structures que vous connaissez dans vos régions. Alors moi je me présente, donc je suis responsable de la mission égalité intégrée, je suis spécialiste des questions de santé au travail des femmes et des hommes et au départ, j'ai démarré comme beaucoup d'entre vous aussi, je crois, quand je regarde les profils notamment du petit document capitaine, de filière, comme, ingénieur, dans l'industrie, chimique pharmaceutique. Alors pourquoi ces questions de santé au travail des femmes et des hommes? Je vous mets juste 2 petites courbes. La courbe rouge que vous voyez, c'est la progression du nombre d'accidents de travail pour les femmes et la courbe bleue, c'est la diminution du nombre d'accidents de travail pour les hommes. En fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que nous nous intéressons à ces questions de santé au travail des femmes, c'est que les indicateurs sont de moins en moins bons. C'est-à-dire que les femmes rentrent sur le marché du travail, mais à des postes exposés au risque d'accident, entre autres, mais à d'autres pénibilités, des pénibilités entre autres physiques, mais bien sûr aussi aux risques psychosociaux, aux risques de sexisme, et cetera. Et donc, cette intégration ne se fait pas à n'importe quel prix et les politiques de prévention des risques, d'une manière générale, ne touchent pas assez, ne visent pas assez les femmes dans leurs emplois. C'est pourquoi nous avons élaboré un petit modèle qui vise à expliquer les écarts de rémunération, de santé et de carrière à partir de 4 grandes causes. Le déficit de mixité, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup. Les conditions de travail, les femmes et les hommes ne sont pas exposés aux mêmes risques et conditions de travail, même en étant dans le même poste. Les parcours des femmes et des hommes qui ne sont pas les mêmes, ni les conditions d'articulation des temps ou les conditions de télétravail, on le voit aujourd'hui. Alors pour revenir à notre sujet, nous l'ANACT, notre approche, c'est d'agir pour la mixité en agissant sur l'amélioration des conditions de travail. Nous, on ne travaille pas, on n'agit pas sur les stéréotypes et sur les représentations. On estime que c'est les conditions de travail qu'il faut améliorer, par exemple dans le secteur du numérique, si vous avez participé à l'atelier précédent, pour pouvoir attirer plus, notamment, de femmes. Or, le sexisme, c'est un risque qui existe dans tous les milieux de travail, notamment ceux à prédominance masculine. Et en tant que membre ou responsable ou animateur, animatrice de cluster, vous évoluez dans des secteurs à prédominance masculine et c'est un risque professionnel important. C'est aujourd'hui un des freins à l'attractivité. C'est pourquoi, avant que nous échangions,
je voudrais partager avec vous quelques fondamentaux, clarifier quelques définitions. Qu'est-ce que c'est ce sexisme au travail? Identifier avec vous des facteurs de risque qui existent en entreprise et quels sont les 3 niveaux de prévention sur lesquels on peut agir. Puis après d'échanger avec vous. On ne va pas traiter là, dans ce cadre, par contre, des cas individuels. Alors quelques définitions, juridiques. Le risque du sexisme au travail, c'est un continuum aujourd'hui, puisque ce qu'on connaît mieux et depuis longtemps et qui a été qualifié depuis longtemps juridiquement, et là je pars de la flèche à droite, c'est, le viol. Alors, je me demande si en passant en mode diaporama, vous verriez mieux ou bien est-ce que vous voyez bien déjà? Je me demande. Je ne suis pas passée en mode diaporama là. Est-ce que ça convient là Pour moi, c'est mieux. ou si je passe en mode diaporama, c'est mieux peut-être? Je ne sais Non. pas. Non? D'accord, OK, donc je vais revenir au mode normal. Donc on trouve à l'extrême de ce qu'on appelle le sexisme au travail, le viol, puis l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel et enfin les agissements sexistes qui sont ce sexisme ordinaire, qu'on rencontre dans tous les milieux de travail. Alors comment on le définit aujourd'hui? C'est récent d'ailleurs sa définition puisque ça n'est qu'en 2015 que le législateur l'a défini comme un agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, c'est le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui a défini parmi ces agissements sexistes 3 niveaux, en disant qu'il y a le sexisme bienveillant. Alors, le sexisme bienveillant, souvent, il porte en lui une vision de la complémentarité des compétences en les différenciant, en disant: «Il y a des compétences, finalement que portent les femmes, il y a des compétences que portent les hommes». Donc ça se traduit souvent, soit par des propos paternalistes. Bon, ça, c'est du sexisme qu'on peut rencontrer ordinaire en appelant, ben, un homme «mon petit», «mon poulain» ou une femme «ma belle», «ma petite», «ma mignonne» et cetera. C'est aussi le sexisme bienveillant des compliments sur le physique, la tenue vestimentaire et puis ce qu'on trouve beaucoup, c'est, un sexisme bienveillant qui se trouve sous la forme, de valorisation de compétences soi-disant innées, des femmes et des hommes. Et par exemple, dans le petit document capitaine d'industrie, femme capitaine de filière, pardon, j'ai repris des expressions. C'est bien d'avoir une femme car elle est plus à l'écoute, empathique, à la recherche du consensus, polyvalente, travailleuses, perfectionnistes, ou bien les femmes vont moins chercher à être valorisées dans leurs actions. Elles vont mieux s'adapter, faire preuve de plus de souplesse, de rondeur. Elles ont un mode de management plus agile, plus orienté équipe, plus bienveillante. Elles sauront réagir en cas de propos sexistes. Et en fait, je vous alerte sur le fait que cette argumentation, en fait, elle peut vraiment être à double tranchant et desservir finalement, la cause des femmes et il vaut beaucoup mieux, présenter les métiers comme ayant des compétences relationnelles, des compétences de négociation, des compétences d'adaptation que de valoriser directement les compétences des femmes par rapport à celles des hommes. Sachant qu'aujourd'hui, on a aussi, tout un certain nombre d'hommes qui sont empathiques, à l'écoute, bienveillants et que toutes les femmes ne sont pas à l'écoute, bienveillantes et cetera. Donc voilà, c'est vous dire que notre culture en France, elle est pétrie, si je puis dire, de sexisme ordinaire et notamment de sexisme bienveillant. Après, on trouve d'autres formes de sexisme, mais je ne vais pas les détailler. Celui qu'on connaît le plus couramment, c'est ce qu'on appelle le sexisme masqué, qui consiste à faire des blagues sur les femmes ou les hommes en général, les blondes, et cetera. Ou bien encore à affecter les femmes et les hommes selon des tâches, selon les stéréotypes de sexe. «Ah bah tiens, va me faire une photocopie, est-ce que tu prépares le café?» Et puis aux hommes: «Est-ce que tu peux m'aider à soulever les tables?» et cetera. Voilà et puis enfin, je vous transmettrai les documents si ça vous intéresse. Le sexisme hostile,
c'est carrément, une hostilité flagrante. C'est des commentaires dégradants, offensants sur l'apparence physique. On le rencontre, par exemple, beaucoup vis-à-vis des personnes obèses. C'est, par exemple, de dénigrer les compétences. «Oh, bah, toi, tu vas pas y arriver, tu as pas de vision dans l'espace». Ou bien c'est des remarques culpabilisantes sur les responsabilités familiales, mais qui concernent d'ailleurs à la fois les femmes et les hommes. Alors, le harcèlement sexuel, c'est quelque chose de plus connu. Alors sachant que la loi a évolué récemment et qu'il comporte en général toujours, une connotation sexuelle, mais aussi aujourd'hui une connotation sexiste quand il est subi, non désiré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement parce que bien sûr qu'on peut draguer en entreprise. D'ailleurs, un quart, je crois, des unions, des couples se forment en entreprise. Les caractéristiques du harcèlement sexuel, c'est qu'il doit être répété au moins 2 fois ou bien non répété. Ça peut être sous forme d'une pression grave, hein, «Je te donne ta promotion que si tu, couches avec moi», ou bien il peut être commis par plusieurs personnes de manière concertée ou non. Et puis enfin, ce qu'on connaît mieux, c'est l'agression sexuelle, qui concerne un attouchement sur 5 parties du corps, hein. Les fesses, le sexe, la poitrine, les cuisses ou la bouche. Donc, par exemple, un bisou dans le cou, ça n'est pas une agression sexuelle du point de vue de la loi. Et puis le viol, qui est une agression sexuelle avec pénétration. Alors, pour en revenir à ce risque professionnel en entreprise, ce qu'on a constaté, c'est que ce sujet, qu'on appelle parfois violence sexiste et sexuelle, reste un tabou, alors qu'il concerne tout le monde. Et que les femmes, mais aujourd'hui aussi les hommes, peuvent être tour à tour cibles, victimes, auteurs ou témoins, le plus souvent témoins de ces actes-là. Les hommes le sont de plus en plus quand notamment par exemple, ils font partie de la communauté LGBT, mais c'est le cas aussi des femmes, ou quand ils revendiquent des aspirations à s'occuper de leurs enfants, à demander des temps partiels, des jours enfants malades, et cetera. Jusqu'ici, on considérait que ces questions de sexisme, c'était une question de comportement. Or, on s'aperçoit de plus en plus que certains secteurs professionnels, par exemple la prédominance masculine, mais aussi féminine comme la mode, certains environnements de travail, par exemple très hiérarchisés, certains métiers au poste de travail, notamment ceux au bas de l'échelle hiérarchique, sont plus exposés que d'autres et que certains modes d'organisation, de fonctionnement, mais aussi certaines conditions de travail exposent au sexisme au travail. Alors le premier facteur d'exposition au risque, j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'il y ait un faible degré de mixité dans les équipes ou bien une répartition très sexuée des postes, des tâches. Le second facteur de risque, c'est des statuts d'emploi précaires. Toutes les personnes en contrat court, statut intérimaire, stagiaire, d'alternance ou en situation de mobilité, promotion, etc., sont plus exposées que les autres à des phénomènes de sexisme, d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Certaines conditions de travail exposent plus que d'autres. Des postes très dépendants de la hiérarchie, des postes qui manquent d'autonomie, par exemple les assistantes, des postes avec un faible soutien des collectifs, un poste isolé, un poste avec beaucoup de relations avec le public, patient, client. Et puis certaines contraintes de temps, le fait de travailler le soir, de nuit, avec des rythmes contraints, des déplacements, des horaires atypiques. Alors, ce que nous avons pu récemment observer en entreprise, c'est que le sexisme est de plus en plus considéré comme un vrai risque par les dirigeants, parce qu'il y a un enjeu de réputation important à cause des réseaux sociaux, donc un enjeu économique. Aujourd'hui, les entreprises font bien le lien entre la prévention de ce risque professionnel et leur responsabilité en matière de santé physique et mentale de leur personnel. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes, victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle dans leur entreprise, ça génère de l'absentéisme, ça génère de la mise en retrait, et cetera, et cetera. Voilà, ça impacte aussi tout le collectif. Aujourd'hui, les entreprises ont bien conscience que ce n'est pas seulement une affaire individuelle, juridique, entre 2 individus. Comme on gérait les risques psychosociaux il y a 15 ans, hein. On disait: «Elle est fragile, il fait pression», et cetera. On considérait les risques psychosociaux comme des faits individuels. Et pendant longtemps, le sexisme a été considéré comme des faits individuels.
Aujourd'hui, c'est des questions qui concernent toute l'entreprise, la direction, les représentants du personnel, les RH, les encadrants, les salariés. Ce qu'on constate en entreprise, c'est que ce sont avant tout des démarches, ce qu'on appelle nous de prévention secondaire que réalisent les entreprises, c'est-à-dire des démarches avant tout de sensibilisation, ou bien des démarches tertiaires d'accompagnement des victimes quand il y a des cas. Mais ça n'est pas suffisant. Et effectivement, ce qui est important, c'est d'inviter les entreprises à agir aux 3 niveaux de prévention. Alors ces 3 niveaux de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est de limiter les facteurs de risque. On ne peut jamais les limiter à 0, hein. C'est pas comme, en matière de pénibilité physique, on peut supprimer complètement un port de charge. Dans ce cas-là, en le remplaçant par une machine. Dans ce cas-là, on supprime le risque. En tout cas, en prévention primaire, c'est intégrer ces risques dans des démarches collectives et organisationnelles de santé au travail. En prévention secondaire, c'est, savoir reconnaître et dépister les situations à risque. Donc c'est mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de formation. C'est une obligation de l'employeur et en premier lieu de l'inscrire dans, le règlement, intérieur. Et en prévention tertiaire, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif de recueil des plaintes pour prendre en charge et accompagner les victimes, mais aussi les auteurs, et cetera. Alors, en matière, de prévention, primaire, ce qui est important, c'est de réaliser un diagnostic des facteurs de risque parce que toutes les entreprises, tous les métiers, tous les secteurs, tous les postes n'exposent pas de la même manière et de pouvoir repérer donc quels sont les postes, les services de l'entreprise, quels sont les postes les plus exposés, quelles sont les conditions de travail qui exposent le plus à ce risque, de sexisme ou de harcèlement. C'est de réaliser un diagnostic des ressources en prévention. C'est une obligation légale désormais d'intégrer ce risque au document unique d'évaluation des risques professionnels et c'est de construire des outils collectifs de prévention avec le CSE. Et puis, bien sûr, c'est de mettre en place une politique égalité ou de mixité professionnelle. Parce que plus l'entreprise sera égalitaire et mixte, effectivement, moins il y aura de sexisme au travail. Alors, je vous ai, intégré dans la présentation, mais je ne vais pas les lire, un certain nombre de questions à se poser pour évaluer, ces facteurs de risque dans son entreprise. Est-ce qu'il existe des activités, des unités, des postes qui sont à prédominance féminine ou masculine? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en stage et cetera? Je ne vais pas les passer. Également, j'ai préparé effectivement des questions à se poser pour identifier les ressources en prévention primaire, en prévention secondaire, en prévention tertiaire. Donc c'est tout un petit questionnement que vous pouvez vous poser ou proposer effectivement à vos adhérents. Nous-mêmes, au niveau du réseau Anactaract, on a un certain nombre de ressources dont je vous ai mis les liens. On a élaboré un petit guide qui est téléchargeable de 12 pages avec ses différentes définitions. Pour sensibiliser, on a réalisé un petit jeu, basé à partir de situations réelles qui met, les gens en situation dans un restaurant. Les gens sont des serveurs et des serveuses et ils sont confrontés à un certain nombre de situations et ils doivent dire si la situation est non sexiste, si c'est du sexisme bienveillant, masqué, hostile, du harcèlement sexuel et de l'agression sexuelle. En 3/4 d'heure, les gens arrivent à clarifier, voilà, à clarifier les définitions. On a aussi réalisé un certain nombre de webinaires, de 4 fois 1 heure chacun qui peuvent constituer une première formation sur le sujet. Et avant de vous donner la parole et d'échanger, sur le sujet, je voulais vous dire que pour, finalement, si on veut mobiliser, la prévention du sexisme comme un levier effectivement pour attirer, si je puis dire, des femmes dans les milieux de travail, on sait que le milieu de travail, par exemple numérique, est de plus en plus sexiste, à travers notamment les blagues, puisque ce ne sont des milieux, majoritairement occupés par des hommes. Les jeux vidéo n'arrangent pas les choses, non plus. C'est d'abord alors quelques recommandations, de pouvoir communiquer vous-même de manière non sexiste.
c'est par exemple d'adopter des propos, éviter d'adopter des propos qui renforcent le sexisme bienveillant, comme je vous l'ai montré dans le petit document Capitaine de filière, qui est par ailleurs très bien fait, très intéressant. Mais il y a trop souvent, me semble-t-il, oui, c'est bien de recruter des femmes parce qu'elles sont souples, douces, bienveillantes, organisées, elles ont le sens du consensus, etc. C'est aussi d'essayer d'éviter de justifier la mixité par une performance augmentée, du type les équipes mixtes sont plus productives. En fait, c'est vraiment un double tranchant et puis ça n'est pas toujours démontré. Voilà, et nous, on serait plutôt pour porter la valorisation, revalorisation des métiers à prédominance féminine que de vouloir rendre mixte à tout prix toutes les équipes, toutes les entreprises, etc. Ce qui est important pour nous, me semble-t-il, c'est de communiquer sur les métiers techniques, pas sur les femmes, de communiquer sur les métiers en valorisant la dimension relationnelle, la dimension écologique, donc porteuse de sens, notamment pour les nouvelles générations, la dimension innovante, créative, avec de bonnes conditions de travail qui peuvent justement inciter, entre autres, des femmes à postuler. Pour le secteur, par exemple, les femmes ont une représentation du secteur du numérique avec beaucoup de charrettes, beaucoup de contraintes dans la gestion des temps, des projets, alors que c'est des métiers dont on peut desserrer les délais, qui peuvent se faire en télétravail. Ils ont une vision qui n'est pas fausse non plus d'un milieu très sexiste, très masculin, où les hommes vont boire des bières à la sortie du boulot pour voilà, exhumer, si je puis dire, les tensions liées au travail, rire un bon coup, etc., dont elles se sentent exclues. C'est aussi privilégier l'écriture inclusive, hein, des bonjours à toutes et à tous, et au moins féminiser à minima les noms de postes et de métiers. C'est, comme ça a été dit d'ailleurs dans l'atelier précédent où je participais, s'adresser aussi aux hommes, pas uniquement aux femmes. Les femmes ont à faire effort pour s'intégrer, mais les hommes ont aussi à transformer leur manière de s'exprimer, de travailler, de ne pas couper la parole en réunion, etc., etc. Donc effectivement, c'est ma deuxième recommandation qui est très importante, c'est comment arriver à transformer nos organisations de travail de manière égalitaire et équitable pour toutes et tous, en essayant de ne pas renforcer la répartition sexuée des postes, revaloriser les emplois à prédominance féminine, adapter les horaires, la charge de travail pour toutes et tous pour une meilleure articulation des temps. Et je pense par exemple à un bureau d'études où les femmes étaient en burn-out et le médecin du travail avait repéré ce problème-là. Et du coup, en faisant une analyse de la charge du travail, il s'était aperçu que les femmes avaient beaucoup plus de charge de travail que les hommes. Pourquoi? Elles sortaient à 18 heures, du coup les hommes se disaient: «Bon, bah, finalement, leur chef, elles ont du temps peut-être pour absorber d'autres choses». On leur proposait d'autres projets, elles disaient pas non. Et finalement, en ayant mis à plat tout ça, ça a été bénéfique pour tout le monde puisqu'à la fois les pères ont pu s'autoriser aussi à partir plus tôt. Du coup, une suggestion peut-être, hein, à France Cluster ou dans d'autres associations, c'est de développer des boîtes à outils de prévention du sexisme qui pourraient être utiles aux adhérents. Voilà. Du coup, merci de votre attention. J'ai peut-être été un petit peu longue, c'est un sujet compliqué, donc j'ai essayé de faire passer, voilà, en tout cas de partager avec vous quelques messages essentiels. Moi, je vous propose donc un temps d'échange. Vous avez quels sont avec un S, hein, sûrement peut-être initier des choses où vous avez une expérience du sexisme au travail, vous avez des questions à ce sujet et voilà, je suis donc à votre disposition et je vais arrêter de partager pour pouvoir, vous voir. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous suggère, Si je peux me permettre de prendre la parole. Oui? Alors, nous, dans les écoles d'architecture, on est en plein dedans, hein. Voilà, donc on est un milieu historiquement beaux-arts, donc forcément, voilà, il y a une culture, hein, clairement, qui est historique, hein. Bon, qui évolue positivement, hein, quand même avec les générations et le renouvellement des générations. On a du coup depuis, alors je ne me souviens plus des arrêtés, nous on dépend du ministère de la Culture, donc il y a Mmh. eu des arrêtés, en fait il y a beaucoup de choses qui ont évolué cet été.
ou juste un peu avant l'été. Du coup, maintenant, on a depuis septembre une cellule qui s'occupe de ça. Après, la procédure n'est pas encore en place, mais voilà. Et puis surtout, on a une parole de nos étudiants qui s'est largement libérée, Mmh. on va dire, pendant et après le Covid. Même si c'était aussi une progression qui se faisait depuis 2018, parce qu'on a eu une réforme interne des écoles d'architecture. Et bon, comme l'ensemble du milieu académique et universitaire, je pense que pour Oui. moi qui suis professeur, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas des choses. Donc, on est pas mal secoué, hein, franchement. Mmh. Franchement. C'est même un peu violent dans l'extrême inverse de mon point de vue. Et donc, en fait, du coup, effectivement, je suis assez intéressé par votre PowerPoint parce que du coup, vous jetez des pistes aussi de formation. Oui. On a un projet, alors je ne sais pas si ça va se faire au final, mais on a un projet en tout cas à l'école de Strasbourg de faire des formations pour les enseignants. Oui. Parce que, effectivement, comme vous le dites, il y en a qui ne s'en rendent pas compte parce que c'est historique et qu'ils arrivent à la retraite aussi. Donc, eux, on ne les changera plus, hein, de toute façon. Donc, mais par contre, effectivement, pour les nouvelles générations, je pense que c'est important de comprendre un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. On est quand même aussi confronté. Alors, j'aime beaucoup pour avoir une discussion sur le bonjour à toutes et tous, hein, mais je Mmh. discute UNESCO avec des collègues du Québec, c'est même déjà fini. C'est bonjour point ou bonjour tout le monde. Oui. Parce qu'on est à l'arrivée des YEL, en fait. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Là où, en fait, Fait. on sent bien qu'on va prendre plein pot des nouvelles difficultés encore plus grandes. Mmh. Enfin, pour nous, moi qui suis fait vieux, je suis passé d'une génération que j'ai du mal à suivre d'ailleurs. Donc, par exemple, j'ai ma collègue au Québec qui me disait l'autre jour à l'UNESCO, mais moi, quand je commence un cours, je dis, je m'appelle Trucmuche, je suis elle. Je dis, franchement, je ne me vois pas faire ça en cours ici en France. Je m'appelle Emmanuel Dufresne, je suis il. Donc, enfin, là, je pense que là, on va passer un cap qui n'est pas le mien, quoi. Donc, mais bon, on sent bien que ça arrive et que ça a généré chez eux au Québec. En tout cas, ils ont l'air très en avance, par contre, pour la faire au Québec. Ils ont vraiment une artillerie de trucs, de procédures. Enfin, ils ont l'air très, très armés, en tout cas. Mmh. Et donc, je vais même demander d'intervenir chez nous parce que tu as des trucs à nous apprendre. Mais c'est vrai que donc, on a décidé aussi de faire des formations pour les étudiants. J'aime beaucoup votre histoire, là. Alors, je suis désolé, je n'ai pas retenu les mots, là. Le sexisme bienveillant, etc. Parce qu'effectivement, il y a des gradations. Oui. Et, euh, et malheureusement, nos étudiants, c'est plus des préadultes, c'est des post-ados. Et donc, ils sont encore enfin, ils sont encore dans des attitudes où ils ont pas de repères. En fait, j'ai découvert ça l'année dernière. En fait, nos étudiants, ils savent pas ce qui est de l'ordre de la blague malheureuse Oui. à vraiment de l'attaque réelle et Mmh. pensée volontaire, voir ce qui pourrait être de la manipulation. Donc, du coup, ils prennent tout au même pied, en fait. Et ça devient excessif parce que on est en train, à l'inverse, de se faire attaquer pour tout et n'importe quoi, mais sur le même plan. Oui, oui, oui. Mmh. Euh, et donc, ça en devient même, puisque on a quelques cas comme ça, où il est certain que c'est de la diffamation d'étudiants pour on n'appuie pas sur des mauvaises notes aujourd'hui. On ne filtre déjà plus dans le milieu universitaire, hein, parce qu'on a des recours administratifs dans tous les sens pour casser des notes mauvaises. Mais là, je sens bien qu'on est en train de passer un cap où on va même plus oser mettre une mauvaise note. Parce que ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années. J'ai une étudiante espagnole, Erasmus, à qui j'ai dû mettre une mauvaise note, certainement, sinon on ne l'aurait pas fait, qui a créé un email Gmail à mon nom pour envoyer à l'administration cet email, comme quoi je m'étais trompé dans la note. Et il m'a fallu moi 2 semaines, pour me rendre compte qu'il manquait, parce qu'effectivement j'ai un mail Gmail que j'utilise jamais. Je me dis, bon, j'ai dû faire une erreur. Bon. Puis comme des notes, j'en mets à la tonne, bon, je ne vais pas souvenir. Il m'a fallu 2 semaines, un mois pour me rendre compte qu'il manquait un S dans mon nom. Mmh. À moi, 2 semaines, alors que c'est mon nom de famille. Je ne me suis pas rendu compte en 2 semaines. J'ai demandé à mon administration, bon, c'était il y a 10 ans, hein, aussi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu fais ce que tu veux. Ben, c'est un faux. Et des cas comme ça, ce n'est pas isolé non plus. Et je vois bien ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'au-delà de la bonne volonté de défendre un certain nombre de valeurs auxquelles on croit forcément tous, c'est qu'on a des dérapages à l'inverse.
Oui. Et ça, c'est une Désolée. vraie. Oups. Excusez-moi. Non, mais alors du coup, si je peux peut-être quelques éléments de réaction, puis après prendre d'autres témoignages. Bon, ce qui se passe dans le milieu universitaire, si je puis dire de manière plus largement, effectivement, c'est aussi ce qui se passe dans les entreprises à quelques différences près. Ce qui caractérise le milieu universitaire, c'est la question liée à la hiérarchie prof-élève. Et nous, ce qu'on a constaté, par exemple, pour avoir accompagné certaines universités, c'est que c'est dans les relations doctorants, doctorantes, encadrant de thèse, voilà, qu'il y a plus de risques graves. Grave, c'est harcèlement sexuel et agression sexuelle. Voilà. Vous êtes doublement exposé parce que vous avez à la fois le milieu donc, de l'enseignement avec cette hiérarchie et le milieu de la culture qui est très exposé. Pourtant, c'est un milieu mixte, mais c'est un milieu très exposé, bon, historiquement, même si effectivement, le ministère prend les choses à bras-le-corps. Pour moi, un des meilleurs guides sur la question, c'est la Fédération du cinéma, la CNC du cinéma qui l'a fait, avec un guide sur la prévention des risques qui est très, très intéressant. Il me semble important de penser globalement la politique de prévention, en prévention primaire, en prévention secondaire et tertiaire. Parce que si vous faites de la sensibilisation auprès des étudiants, c'est valable dans les entreprises, auprès des salariés, mais qu'il n'y a pas en même temps un dispositif de recueil des plaintes, les plaintes vont partir tous azimuts n'importe comment. Donc, il faut vraiment penser globalement les choses. Et dans des structures comme les vôtres, le mieux, c'est l'externalisation. Nous, on conseille aux grosses entreprises, aux universités, à l'enseignement sup, d'externaliser le recueil et l'accompagnement. Parce que c'est très difficile, même pour un N+, pour un dirigeant de grosse boîte, d'avoir à mettre en accusation, si je puis dire, des N-1, -2, -3, -4. Bon, c'est compliqué, voilà. La question des frontières et de la gradation, elle est très importante, d'où nous, on a fait ce petit totem là avec les 6 niveaux, en disant heureusement la majorité des situations, et on n'est pas dans le puritanisme à l'américaine, sont non sexistes, hein, et on a le droit de faire des commentaires, etc. C'est à chaque structure de définir ses frontières. Par contre, il y a une frontière entre l'agissement sexiste et ce qui devient harcèlement sexuel et agression sexuelle, où là, on passe dans du grave et on passe vraisemblablement dans du pénal presque à tous les coups. Voilà. Ensuite, la frontière entre sexisme bienveillant, masqué, hostile, ça dépend, si je puis dire, des milieux de travail. Voilà. Mais toutes les structures qui se lancent dans le fait de faire des enquêtes sont estomaquées du fait des révélations et sans doute effectivement un peu extrêmes comme vous le dites. En tout cas, volontiers de vous partager tout ça ou d'autres choses. Voilà. Oui, je viens votre PPT parce qu'il nous sera bien utile, je pense. D'accord, je vais le transmettre. Oui. Alors, du coup, d'autres témoignages peut-être ou questions ou interrogations? Désolée, je ne voulais pas vous couper, mais je crois qu'on va bientôt être redirigé dans la salle principale. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, je ne sais pas. Oui. Donc, je vois Morgane, Camille. Juste peut-être une remarque, nous, de notre côté. En fait, on a des écoles, justement, du réseau donc, numérique qui ont mis en place des actions et qui se retrouvent confrontées maintenant à un sexisme ordinaire qui est différent, les autres étudiants pensent que les jeunes filles qui ont été recrutées dans ces filières sont là à cause de quotas. Donc voilà, ça a généré de nouvelles remarques, de nouvelles choses. Donc voilà, il faut être, je pense, très complet dans les infos qu'on transmet aux étudiants et autres. Nous, on a vu apparaître ces nouvelles remarques, ces nouvelles attaques. Alors, ceci dit, vous connaissez toutes les lois qui sont passées sur les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, puis les COMEX, les CODIR. Au départ, les femmes, d'abord, on ne les trouvait pas. Ensuite, on les a disqualifiées en disant qu'elles n'étaient pas assez compétentes. Mais progressivement, il y a eu des formations.
Et si je puis dire, par rapport aux quotas, malheureusement, dans un certain nombre de cas, c'est une étape. Voilà et moi, je souhaite à la limite que, par exemple, dans des secteurs où on manque, il puisse y avoir potentiellement des quotas pour booster en fait, l'arrivée des femmes et ou d'autres, types de profils pour que, il y ait, cette, malgré tout cette mixité qui se développe et puis de répondre, j'entends Anne Lauvergeon d'Areva qui disait: «Bah, vous savez, il y a des hommes qui sont nommés à des hauts postes qui sont incompétents». Alors donc, voilà, c'est pareil, avant on avait le quota des hommes, 80 d'hommes, 20 de femmes. Maintenant, si on passe à 40 de femmes, 60 d'hommes, dans tous les cas, dans les nominations, voilà, on peut toujours disqualifier, voilà, les personnes et la meilleure manière, c'est la mise à l'épreuve. Mais c'est vrai que les femmes, comme elles ont tendance à ne se présenter que si elles ont toutes les compétences, potentiellement, on a peut-être moins ce risque-là, c'est encore à vérifier. Mais pourquoi pas s'il y a un peu de discrimination positive pour faire bouger les choses, hein, pourquoi pas, voilà, aujourd'hui, la politique publique s'oriente vers ça. En tout cas, parce qu'on n'y arrive pas et le quota, il va être par Parcoursup, hein, ensuite. Quand Parcoursup va proposer majoritairement, enfin ça j'extrapole et ça n'engage que moi, mais des formations dans le numérique, bah, de fait, des jeunes femmes qui se seraient plutôt orientées dans le social et cetera, vont se retrouver peut-être un peu de force dans le numérique et vont s'apercevoir que c'est de la chefferie de projet, que c'est des tas de problèmes humains, d'organisationnels, finalement qu'elles aspirent à faire, que la matière n'est pas la même que, ben, des personnes, dans un EHPAD ou dans un hôpital, mais qu'au fond, voilà, si c'est pour servir le bien commun, ça a autant de sens, si ça sert une transition écologique, ça a autant de sens et cetera. Voilà, enfin la petite réponse que je pourrais faire. Mais c'est intéressant d'observer ça, comme me le disait Emmanuel, les choses bougent beaucoup, les personnes trans, les aujourd'hui, les questions d'identité de genre vont réellement bousculer quand même, pas mal de choses dans notre société et nos milieux de travail, hein. Voilà et les questions aujourd'hui, c'est les adolescents qui se les posent à 12-13 ans donc c'est important de former les enseignants, former les parents, former voilà, et les jeunes eux-mêmes. Oui, ça c'est quelque chose que je découvre, c'est qu'en fait, la bonne idée qu'on a eue d'avoir une double formation pour les enseignants et les étudiants, c'est qu'en fait, on peut réussir enfin, à dépasser ce fossé que si on le fait ensemble, en fait. Pour que ça Oui, ne se transforme pas en conflit de génération, parce que c'est en train de devenir ça actuellement. oui, à la fois, il faut éviter la guerre des sexes et la guerre des générations. Tout à fait, tout à fait. Je participe moi au conseil environnemental et social d'une université et j'avoue que et où ils travaillent sur 2 sujets, la transition écologique de l'université, les violences sexistes sexuelles et je trouve très intéressant que dans ce lieu, il y ait quasiment autant d'étudiants que de professeurs. Voilà, pour définir ensemble qu'est-ce qu'on a env comment on a envie voilà, d'être ensemble et d'œuvrer ensemble demain, par rapport à ces sujets-là. C'est intéressant que vous me posiez les deux, parce qu'effectivement, on a le débat sur l'écologie de combat dans la presse. Oui, Bon, ben, ça exprime aussi un certain nombre de choses. Où nous, entre guillemets, je ne sais pas si on est dans le combat, mais je ne sais pas si, enfin, enfin, en tout cas, on connaît les contraintes. Et c'est vrai que nos nouvelles générations, par contre, ils sont bien fichus, hein. ah oui. Et puis il y a des questions très concrètes de quotas, de répartition de quotas carbone sur les billets d'avion, sur les déplacements. Enfin, il y a des choses très, très concrètes qui vont arriver très, très prochainement. Voilà et des questions de justice. En fait, ces questions de sexisme aussi, d'égalité, de mixité, c'est aussi des questions de justice organisationnelle finalement. Comment on répartit le travail, comment, on répartit l'accès à des relations de travail ou d'enseignement, saines, comment voilà, des tas de questions, éthiques quasiment qui sont en train de se poser à nous. Et puis la question de l'intersectionnalité, parce qu'avec l'arrivée aussi,
ben, vraisemblablement, hein, des populations immigrées de manière beaucoup plus importante, ben, je sais pas, dans les 5 ou 30 prochaines années. Racisme, sexisme, voilà,